Moscou vient de recevoir un signal brutal, un signal qui dépasse de loin l'interception d'un simple navire. Ce qui s'est produit dans l'Atlantique Nord n'est pas un incident maritime ordinaire, c'est un acte stratégique lourd de conséquences, un acte qui pourrait redessiner l'équilibre des forces entre Washington et Moscou. L'arraisonnement d'un pétrolier russe en pleine mer internationale marque une rupture, une escalade assumée, et surtout un précédent dangereux. Les États-Unis ont franchi une ligne que beaucoup considéraient jusqu'ici comme intouchable, celle de l'intervention directe contre un navire battant pavillon russe en dehors de toute zone nationale, sans mandat multilatéral clair, sans résolution explicite, en s'appuyant sur une interprétation extensive et contestée de sanctions unilatérales. Ce geste, Moscou ne le voit pas comme une mesure technique ou administrative, mais comme un acte hostile, presque comme une démonstration de force destinée à tester ses limites. Dans les cercles du pouvoir russe, l'affaire du pétrolier n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large. Après l'arrestation de Nicolás Maduro, après les tensions autour du Groenland, après l'intensification des sanctions contre les flux énergétiques russes, Washington semble engager une stratégie de pression maximale, tous azimuts. Ce pétrolier, présenté par les Américains comme appartenant à la flotte fantôme russe, devient alors un symbole. Un symbole de la volonté américaine de frapper là où ça fait mal, l'énergie, le pétrole, les revenus vitaux qui alimentent à la fois l'économie russe et son effort de guerre indirecte. Mais pour Moscou, la question centrale n'est pas seulement économique, elle est existentielle et juridique. Car ce navire a été intercepté en eau internationale, un espace théoriquement régi par des règles strictes, par la Convention de Montego Bay, par un équilibre fragile entre liberté de navigation et sécurité collective. Le fait que les États-Unis n'aient jamais ratifié cette convention rend la situation encore plus explosive. Aux yeux du Kremlin, Washington s'arroge le droit d'imposer ses règles sans s'y soumettre lui-même. C'est précisément là que Moscou pourrait retourner la situation à son avantage. En dénonçant un acte assimilable à de la piraterie d'État, la Russie tente de déplacer le débat du terrain moral vers le terrain juridique. Et ce déplacement est stratégique, car si le monde peut rester silencieux face à des sanctions ou à des pressions diplomatiques, il devient beaucoup plus mal à l'aise lorsqu'il s'agit de violations flagrantes du droit maritime international. Ce malaise, Moscou cherche à l'exploiter. Le déroulement même de l'opération renforce cette lecture. Une course-poursuite de plusieurs semaines. Un navire suivi par satellite depuis l'Iran, passant par Suez, longeant les côtes du Venezuela, puis rebroussant chemin, changeant de nom, changeant de pavillon, avant d'être finalement arraisonné entre l'Islande et l'Écosse. Tout cela ressemble moins à une simple opération de police qu'à une traque militaire. Le recours à des hélicoptères, à des frégates, au soutien britannique et surtout la présence signalée d'un sous-marin nucléaire russe venu en appui montre que l'on était déjà passé à un autre niveau. À ce moment précis, la situation aurait pu basculer. Un incident, une erreur de calcul, une manœuvre mal interprétée et l'affrontement aurait pu devenir direct. C'est ici que Moscou voit une opportunité. En choisissant de ne pas réagir militairement, en se contentant officiellement de protestations diplomatiques et de demandes de respect pour l'équipage, la Russie adopte une posture calculée. Elle se place du côté de la retenue apparente tout en accumulant des arguments pour une riposte différée, plus subtile, plus globale, car Moscou sait que la force brute n'est pas toujours la meilleure réponse. La vraie riposte pourrait venir ailleurs, dans les tribunaux internationaux, dans les enceintes diplomatiques, mais surtout dans le domaine énergétique et géopolitique. Ce pétrolier n'est pas qu'un bateau. Il représente un nœud stratégique reliant l'Iran, le Venezuela et la Russie, 3 pays soumis à des sanctions américaines sévères. En frappant ce navire, Washington envoie un message clair. Aucun couloir, aucune alliance, aucun artifice logistique ne sera toléré. Mais en même temps, ce message expose les États-Unis à une accusation majeure, celle d'utiliser leur puissance militaire pour imposer un ordre juridique unilatéral. Et c'est précisément ce que Moscou cherche à démontrer. La Russie veut convaincre le Sud global, les pays non alignés, que ce type d'action pourrait demain les viser eux aussi. Le parallèle avec l'affaire Maduro n'est pas anodin. L'arrestation du président vénézuélien, perçu par de nombreux États comme un enlèvement politique, a déjà fragilisé la position américaine. En cumulant ces actes, Washington donne l'image d'une puissance qui agit d'abord, justifie ensuite. Or, dans un monde multipolaire, cette image devient de plus en plus coûteuse. Moscou le sait, Pékin le sait et une partie croissante de la planète commence à le comprendre. C'est pourquoi la Russie pourrait transformer cet incident maritime en levier politique majeur. En interne, le Kremlin peut présenter cette affaire comme une preuve supplémentaire de l'agressivité américaine, justifiant le renforcement militaire, la poursuite de l'économie de guerre et la consolidation de l'axe anti-occidental.
En externe, Moscou peut se poser en défenseur paradoxal du droit international, même si cette posture est contestée. Mais en diplomatie, la cohérence parfaite n'est pas toujours nécessaire. Ce qui compte, c'est la perception, le récit, la capacité à semer le doute. Et sur ce terrain, l'affaire du pétrolier est une mine d'or narrative. Enfin, il y a la dimension psychologique. Donald Trump, décrit comme désinhibé, imprévisible, semble tester les limites de chaque adversaire. Mais cette stratégie comporte un risque, celui de multiplier les fronts au point de perdre le contrôle du tempo. En provoquant simultanément Caracas, Moscou, Pékin et même certains alliés européens, Washington s'expose à une réaction coordonnée ou du moins à une convergence d'intérêts entre puissances qui, autrement, resterait prudente. Moscou pourrait alors jouer le rôle de catalyseur, transformant un incident maritime en point de ralliement contre l'unilatéralisme américain. Ce qui s'est passé dans l'Atlantique Nord n'est donc pas un épiphénomène, c'est un révélateur. Un révélateur des tensions extrêmes qui traversent l'ordre international, un révélateur de la fragilité du droit face à la force et un révélateur des stratégies souterraines qui se mettent en place. Moscou n'a peut-être pas encore renversé la table, mais elle a désormais une carte puissante entre les mains. Et la suite pourrait bien dépasser largement le sort d'un simple pétrolier. Si la première phase de cette crise s'est jouée sur l'océan Atlantique, la véritable bataille commence maintenant dans les coulisses du pouvoir mondial. Moscou n'a jamais réagi à chaud quand les enjeux dépassent le simple affrontement militaire. La Russie résonne en cycle long, en rapport de force différés, en accumulation de pression invisible. L'interception de ce pétrolier russe en eaux internationales fournit au Kremlin un cas d'école pour retourner l'accusation contre Washington. La clé de cette riposte potentielle réside dans un mot, précédent. En agissant ainsi, les États-Unis créent une jurisprudence politique, sinon juridique, qui peut demain être utilisée contre eux. Et c'est précisément là que Moscou voit une ouverture stratégique majeure. La Russie peut d'abord internationaliser l'affaire en multipliant les saisines indirectes. Sans même croire à une condamnation rapide des États-Unis, Moscou peut exploiter les mécanismes onusiens, les forums maritimes, les conférences sur la liberté de navigation pour imposer un débat public. L'objectif n'est pas de gagner un procès, mais de fissurer le consensus occidental. Chaque pays dépendant du commerce maritime, chaque État craignant une interception arbitraire de ses navires, devient un auditeur potentiel du discours russe. Moscou n'a pas besoin d'alliés fervents, seulement de partenaires inquiets. Et ils sont nombreux en Afrique, en Asie, en Amérique latine. En parallèle, la Russie peut activer le levier énergétique. Le message implicite est simple. Si les routes maritimes deviennent un champ de bataille politique, alors la sécurité énergétique mondiale est en danger. Moscou peut ralentir certaines livraisons, modifier des itinéraires, renforcer ses accords bilatéraux hors du système dominé par le dollar. Chaque perturbation, même mineure, alimente la volatilité des marchés. Et cette volatilité a un coût politique pour les États-Unis et leurs alliés, notamment en Europe, déjà fragilisés par l'inflation et la dépendance énergétique. Ainsi, sans tirer un seul missile, Moscou peut transformer l'incident du pétrolier en pression économique diffuse. Le troisième levier est militaire, mais de manière indirecte et calculée. L'apparition d'un sous-marin nucléaire russe dans la zone n'était pas une improvisation. C'était un signal. Moscou rappelle qu'elle est capable de projeter sa puissance navale loin de ses côtes et surtout qu'elle peut escorter ses actifs stratégiques si nécessaire. À l'avenir, chaque navire russe ou lié aux intérêts russes pourrait être accompagné, surveillé, protégé. Cela complique considérablement la tâche américaine. Car intercepter un pétrolier isolé n'a pas la même portée que provoquer un incident impliquant des forces militaires russes identifiées. Le risque d'escalade devient alors beaucoup plus élevé et Washington le sait. Mais la riposte la plus subtile se joue sur le terrain narratif. Moscou peut désormais établir un parallèle direct entre l'arraisonnement du pétrolier et l'arrestation de Nicolás Maduro. Dans les deux cas, les États-Unis apparaissent comme une puissance qui s'arroge le droit d'agir en dehors des cadres classiques. En reliant ces deux affaires, la Russie peut construire un récit cohérent, celui d'un monde où la souveraineté des États est conditionnelle à l'acceptation de l'ordre américain. Ce récit trouve un écho particulier dans les pays qui ont une mémoire coloniale ou qui se sentent marginalisés par les institutions internationales dominées par l'Occident. Il faut aussi analyser la position européenne, car elle est centrale dans l'équation. L'Europe est prise en étau. D'un côté, elle dépend toujours du parapluie sécuritaire américain, notamment sur le dossier ukrainien. De l'autre, elle se veut défenseuse du droit international et de la liberté de navigation. L'affaire du pétrolier russe met cette contradiction en pleine lumière. En soutenant tacitement Washington, les Européens fragilisent leur discours juridique. En le contestant ouvertement, ils risquent une rupture politique avec les États-Unis.
Moscou peut exploiter cette ambiguïté en accentuant la pression diplomatique sur les capitales européennes, en forçant chacun à choisir entre alignement et crédibilité. Le facteur Trump complique encore davantage la situation. Donald Trump agit souvent dans une logique de démonstration de force immédiate, mais cette approche peut se retourner contre lui. Plus il accumule les actions spectaculaires, plus il expose les États-Unis à une coalition informelle d'États mécontents. Moscou n'a pas besoin d'un front uni contre Washington. Il lui suffit d'un monde fragmenté, sceptique, hésitant. Chaque pays qui se dit « et si demain c'était nous ?» devient un terrain favorable à l'influence russe. Un autre élément crucial est la coordination potentielle avec la Chine. Pékin observe attentivement cette affaire. La Chine est elle aussi dépendante des routes maritimes et méfiante vis-à-vis des interceptions unilatérales. Sans s'aligner publiquement sur Moscou, Pékin peut renforcer sa coopération navale, ses exercices conjoints, ses échanges diplomatiques sur la liberté de navigation. Ce simple rapprochement suffit à inquiéter Washington, car une convergence russo-chinoise sur le droit de la mer remettrait en cause la domination navale américaine à long terme. La Russie peut également jouer sur le temps judiciaire. Si l'équipage du pétrolier est emmené aux États-Unis, interrogé, jugé, chaque étape devient une opportunité médiatique. Chaque déclaration, chaque condition de détention, chaque accusation pourra être utilisée pour alimenter un discours sur l'arbitraire et la politisation de la justice américaine. Là encore, Moscou n'attend pas une victoire juridique, mais une érosion progressive de l'image morale de son adversaire. Enfin, il y a la dimension psychologique globale. L'ordre international repose en grande partie sur la prévisibilité. En multipliant les coups de force, Washington introduit une incertitude permanente. Or, l'incertitude est un terrain fertile pour les puissances révisionnistes. Moscou peut se présenter comme un acteur dur mais lisible face à une Amérique perçue comme impulsive et imprévisible. Cette perception, qu'elle soit juste ou non, influence les choix stratégiques de nombreux États. En résumé, l'interception de ce pétrolier russe n'est pas une victoire nette pour les États-Unis. C'est une action à double tranchant. Moscou dispose désormais d'un dossier, d'un symbole, d'un récit et d'une série de leviers qu'elle peut activer à son rythme. Le renversement ne sera pas spectaculaire, mais progressif. Et dans la géopolitique contemporaine, ce sont souvent les pressions lentes et cumulatives qui finissent par faire basculer les équilibres. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement l'arrestation d'un pétrolier ou même l'affaire Maduro. Nous assistons à un moment charnière où la frontière entre la force et le droit devient dangereusement floue. En croyant affirmer sa puissance, Washington ouvre une brèche qu'il ne maîtrise plus totalement. Chaque action posée en dehors des cadres juridiques traditionnels affaiblit non seulement l'adversaire du moment, mais aussi l'architecture internationale que les États-Unis ont eux-mêmes contribué à bâtir depuis des décennies. La véritable ironie de cette séquence historique est que le droit international, longtemps présenté comme un outil occidental, devient désormais l'arme des puissances qui le contestent. Moscou, sans se poser en modèle, peut exploiter chaque incohérence américaine pour retourner l'accusation, semer le doute, fracturer les alliances et déplacer le centre de gravité du débat mondial. Le rapport de force ne se joue plus uniquement sur les océans ou dans les airs, mais dans la légitimité perçue, dans la capacité à convaincre plutôt qu'à contraindre. Si Donald Trump poursuit cette logique de coups de spectaculaire, il risque de transformer une démonstration de force en un précédent dangereux. Car dans un monde interconnecté, aucune puissance ne peut durablement s'extraire des règles sans en payer le prix politique, économique et stratégique. Aujourd'hui, c'est un pétrolier russe. Demain, ce pourrait être n'importe quel navire, n'importe quel État, n'importe quelle route commerciale. La question centrale n'est donc pas de savoir qui a gagné cette confrontation immédiate, mais qui sortira affaibli à long terme. Et à ce jeu-là, l'arrogance coûte souvent plus cher que la patience. L'histoire l'a montré à maintes reprises. Les empires ne chutent pas toujours sous les coups de leurs ennemis, mais sous le poids de leurs propres contradictions. En multipliant les coups de force, Washington introduit une incertitude permanente. Or, l'incertitude est un terrain fertile pour les puissances révisionnistes. Moscou peut se présenter comme un acteur dur mais lisible face à une Amérique perçue comme impulsive et imprévisible. Cette perception, qu'elle soit juste ou non, influence les choix stratégiques de nombreux États. En résumé, l'interception de ce pétrolier russe n'est pas une victoire nette pour les États-Unis. C'est une action à double tranchant. Moscou dispose désormais d'un dossier, d'un symbole, d'un récit et d'une série de leviers qu'elle peut activer à son rythme. Le renversement ne sera pas spectaculaire, mais progressif. Et dans la géopolitique contemporaine, ce sont souvent les pressions lentes et cumulatives qui finissent par faire basculer les équilibres.